agent elle est supérieure ou égale à 1,10, inférieure à 1,26 et 2 heures après une charge en glucose inférieure à 1,40. Diapo suivante. Alors là, je classe étiologiquement le diabète sucré. On a d'abord le diabète de type 1. Il y a une destruction des cellules bêta-insulinosécrétrices du pancréas entraînant une carence absolue en insuline. Il existe deux sous-types, le type 1 auto-immun, le type 1 idiopathique. Le type 1 auto-immun, alors là, divers anticorps sont dirigés contre les cellules bêta. On a les anticorps anti-ILO de Langerhans, les ICA, les anticorps anti-insuline, anti-décarboxylase de l'acide glutamique. La destruction des cellules bêta peut être rapide, sauf chez l'enfant et l'adolescent, ou bien plus lente chez l'adulte. D'autres maladies auto-immunes peuvent être associées, thyroïdite de Hashimoto, maladie de Pasteur, vitiligo, maladie de Bierner. Ce type de diabète peut apparaître à tous les âges, y compris à 70 ans. Le deuxième type, le diabète de type 1 idiopathique, cette forme a forte prédominance héréditaire et beaucoup plus rare et serait plus fréquente en Afrique. Diapo suivante. Le diabète de type 2, il est caractérisé par une insulinorésistance prédominante associée à une insulinopénie relative ou une insulinopénie associée ou non à une insulinorésistance. Alors, l'étiologie exacte est inconnue, deux facteurs sont incriminés. Rôle de l'hérédité, prédisposition familiale, et de la graisse abdominale et de l'obésité dans la genèse de l'insulinorésistance. Le diapo suivante. Diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît pour la première fois au cours d'une grossesse. Après l'accouchement, il peut disparaître, il peut réapparaître au cours des ultérieures grossesses comme il peut persister. Les autres types spécifiques de diabète que j'ai essayé de simplifier au maximum, alors on a les défauts génétiques altérant la fonction des cellules bêta, c'est le type maudit. Les diabètes pancréatiques, pancréatite chronique, pancréatectomie, cancer du pancréas, hémochromatose. Là, le diabète est de type insulinodépendant. Suivant. Les endocrinopathies, alors là, il y a généralement un diabète non insulinodépendant qui disparaît après guérison de la maladie endocrine. Exemple, dans l'acromégalie et le syndrome de Cushing, on a une insulinorésistance avec hyperinsulinisme réactionnel. Dans le phéochromocytome, alors l'hyperglycémie est liée aux catécholamines produites en excès qui diminuent la sécrétion de l'insuline. Au cours de l'hyperthyroïdie, il existe généralement une intolérance au glucose. Les diabètes induits par des médicaments, les corticoïdes, ils entraînent une insulinorésistance. La survenue d'un diabète ici dépend du terrain, obésité, hérédité, de l'âge et de la durée et de la dose du traitement. Les contraceptifs oraux, certains antibiotiques, certains antimitotiques qui bloquent la sécrétion de l'insuline, les diurétiques thiazidiques diminuent la sécrétion d'insuline, etc. Diapo suivante. Alors là, on parle des caractéristiques, les symptômes dans le diabète de type 1. Alors, il y a une polyurie, polydipsie, polyphagie, amaigrissement, asthénie, acidocétose. Les caractéristiques cliniques et biologiques, le début est brutal, généralement avant 35 ans, l'hyperglycémie est sévère, présence d'une cétonurie, le taux plasmatique du peptide C faible ou nul, les anticorps peuvent être présents. Diapo suivante. Dans le diabète de type 2, cliniquement, le poids corporel, il est augmenté généralement, il peut être normal. Les symptômes sont absents ou discrets, la biologie cétonurie négative, le peptide C plasmatique, il n'est pas effondré, supérieur à 1 nanogramme par millilitre, les marqueurs immunologiques sont négatifs. Alors, je parle brièvement des objectifs du traitement chez le diabétique, qu'il soit de type 1 ou de type 2. Les objectifs, c'est d'éviter les symptômes dus à l'hyper- et l'hypoglycémie, éviter ou retarder l'apparition des complications. Diapo. Alors on a l'objectif optimal, objectif acceptable, glycémie à jeun, le contrôle optimal 0,80 à 1,20 g, contrôle acceptable inférieur à 1,40 g. Glycémie postprandiale 2 heures après
1 g à 1 g 40 en postprandial inférieur à, plutôt acceptable, inférieur à 1,80. Glycémie au coucher, 1 g 40 à 1 g 80, contrôle optimal. Contrôle acceptable, inférieur à 1,60. L'hémoglobine glyquée, contrôle optimal, inférieur à 6,5. Contrôle acceptable, inférieur à 8. En conclusion, le diabète sucré pose un vrai problème de santé publique par le biais des complications chroniques dominées par la rétinopathie, l'insuffisance rénale chronique, le biais diabétique et les complications cardiovasculaires. Merci pour cette communication. Bon, on passera à la communication suivante présentée par Dr Elder Estani, œil et diabète. L'œil diabétique est exposé à de nombreuses complications de gravité variable. La complication la plus connue, la complication la plus connue du grand public, la plus fréquente et la plus grave, c'est la rétinopathie diabétique. Car elle représente la première cause de cécité de l'adulte jeune, en France et dans la rive méditerranéenne, voire l'Algérie. Le meilleur moyen préventif, et voire même curatif, de toutes ces complications, c'est d'avoir le diagnostic précoce du diabète sucré et un bon équilibre de la glycémie. Suivante. Donc, les complications oculaires du diabète, on a les complications extra-rétiniennes, on les a classées par complications extra-rétiniennes, et on a laissé la complication rétinienne qui est la rétinopathie diabétique à la fin. Les complications oculaires extra-rétiniennes, on les a classées par ordre de gravité croissante. D'abord les troubles de la réfraction, donc les troubles de la glycémie engendrent des troubles de réfraction. L'hyperglycémie provoque une myopie et l'hypoglycémie provoque une hypermétropie. Cette myopie et cette hypermétropie sont dues à des modifications de l'indice de réfraction du cristallin. D'où il ne faut pas corriger un diabétique tant qu'il n'est pas équilibré. Donc, prescription, interdiction de corriger un malade diabétique qui n'est pas encore équilibré sur le plan diabète. Donc, heureusement, ces troubles de la réfraction sont passagers qui disparaissent avec un bon équilibre du diabète. Deuxième complication, de plus en plus grave, c'est le trouble oculomoteur. Les troubles oculomoteurs sont classiques pour le diabète et se traduisent par des paralysies oculomotrices unilatérales. C'est la seule complication unilatérale oculaire du diabète. Et de régression spontanée en quelques semaines à quelques mois, mais souvent récidivante. La plus fréquente, c'est la paralysie du 6. La suivante. Voilà, on a une belle image de la paralysie du 6 droit. Donc, l'œil se met en convergence. Parce que le 6, il y a un seul muscle oculomoteur qui est le droit externe, et pour le droit externe est paralysé, l'œil se met en convergence. Suivante. La troisième complication extra-rétinienne du diabète, par ordre de gravité, c'est la cataracte diabétique. C'est une conséquence des troubles métaboliques et glucidiques au niveau du cristallin. Elle peut se présenter sous deux formes. Soit comme une cataracte sénile, mais survenant plus précocement, soit qu'elle se produise chez des patients beaucoup plus jeunes, débutant par les opacités cristalliniennes en flot comme de neige, pathognomonique de la cataracte diabétique. Cette cataracte devient rapidement totale, dans quelques jours à quelques semaines, surtout s'il y a un mauvais contrôle de la glycémie. Le traitement de la cataracte est exclusivement chirurgical, par une extraction extracapsulaire, soit manuelle, qu'on pratiquait depuis longtemps. Aujourd'hui, on s'est modernisé, on fait l'extraction extracapsulaire avec l'appareil, le phacoemulsificateur, donc une technique nouvelle. Donc, avec implantation de chambre postérieure du cristallin artificiel. Suivante. Voilà une cataracte diabétique. Elle n'a rien de spécial, c'est comme toutes les cataractes. La quatrième complication, qui est la complication la plus grave du diabète, en dehors de la rétinopathie diabétique, qui peut être une complication de la rétinopathie diabétique, mais pas seulement. Donc la rubeuse guérienne et le glaucome vasculaire. La rubeuse guérienne survient chez les diabétiques mal équilibrés
et se traduit par une néovascularisation bien visible au niveau des iris, dans la zone pré-pupillaire et au niveau de l'ongle irido-cornéen. Elle peut être évitée par un bon contrôle de la glycémie associé à une photocoagulation de toutes les zones d'ischémie rétinienne. La rubeole irienne se complique de glaucome myovasculaire. Donc, le glaucome myovasculaire est un glaucome secondaire très difficile à traiter, de pronostic très péjoratif et le plus souvent suscitant et même on est conduit à la liquidation. À noter que le glaucome, dans ce chapitre, j'ai préféré rajouter un mot sur le glaucome percutif à angle ouvert, qui n'est pas une complication de la rétinopathie diabétique, mais il y a une prédisposition génétique chez le diabétique de faire un glaucome chronique à angle ouvert. Donc chez tout diabétique, il faut dépister le glaucome percutif à angle ouvert. Donc il est 2 fois plus fréquent chez le diabétique que le sujet normal. Rubeole irienne, le glaucome myovasculaire, c'est l'image. On voit nettement les déviations au niveau des iris. C'est la rubeole irienne, c'est un stade avancé de l'ischémie rétinienne. Donc rubeole irienne et qui va évoluer vers le glaucome myovasculaire et c'est une complication très grave. La rétinopathie diabétique. Donc plusieurs classifications ont été proposées. Les principales formes cliniques. Le diagnostic de la rétinopathie diabétique se fait à l'examen du fond d'œil, après des dilatations de l'œil du malade et par l'angiographie fluorescénique du fond d'œil quand cela est nécessaire. Un fond d'œil normal, voilà. La rétinopathie diabétique, elle passe par 4 stades.